dans le temps la douleur, mais aussi la joie. Tout cela, ils vont pouvoir vous les expliquer. Et derrière ça, il y avait aussi cette volonté de faire comprendre à chacun qu'à partir du moment où il n'y avait pas de résignation, et on a pu le voir, avec les McDo, à partir du moment où il n'y a pas de résignation, c'est déjà le début d'une victoire. C'est important de pouvoir le dire, c'est aussi provocateur ce que nous avons fait, mais c'était important de pouvoir présenter ces actrices et ces acteurs qui vont décrire devant vous, qui vont témoigner, non pas comme des héros, mais des témoins de ce que l'on veut mettre un petit peu en avant, c'est-à-dire le peuple. Quand on dit que les luttes sont le ferment de l'unité des peuples, ça peut paraître un peu pompeux de pouvoir le dire comme ça, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que toutes les luttes qui vont défiler devant vous se sont inscrites dans un cadre bien précis. Ça peut être un quartier, ça peut être une vallée, ça peut être un département ou une région, mais à chaque fois ils ont été les témoins d'une région ou d'une identité populaire. Cette identité populaire, elle s'est reconnue à travers différentes choses qui ont servi les luttes. En premier lieu, la loi. Il y a eu des aspects juridiques qui ont marqué ces luttes. Et par la loi, il y a eu une certaine légitimité qui a été trouvée. Ça, ils vous diront comment ça a pu se faire, qui a pu être trouvée et qui a permis aux habitants qui ont suivi ces luttes de trouver une légitimité à suivre ces luttes. Parce qu'il y avait une reconnaissance par la justice. Ensuite, il y a des défenses d'emploi. Ça, je ne vous ferai pas un cours dessus, vous en êtes tous témoins. Sauf qu'aujourd'hui, avec tous les débats qui sont suivis au niveau de l'Assemblée, quand on veut parler de cotisation sociale, quand on veut parler donc de la santé, quand on veut parler de l'aspect régalien, c'est-à-dire la justice, la police, on sait qu'à travers les emplois qui sont défendus par ces entreprises, elles permettent d'apporter les besoins nécessaires pour pouvoir mettre en action les règles qui font vivre notre société. Aujourd'hui, Macron, ce qu'il est en train de faire, c'est justement ça, c'est de supprimer toutes ces lois, supprimer toutes ces habitudes réglementaires qui permettent à une société de se construire. C'est ce qui se passe chez le McDo, mais vous verrez que c'est ce qui s'est passé avec les Scopti quand ils sont un des Unilever, un des groupes mondiaux le plus grand qui soit. Voilà. On va présenter donc cet atelier de la manière suivante. Guillaume, tu vas essayer de présenter un petit peu donc, différents acteurs qui sont venus. Tout de suite après, on lance le film, qui dure 30 minutes. À l'issue de ces 30 minutes, il y aura une petite réaction de notre part, puis je laisserai la parole à chacun des intervenants. Et ensuite, il y aura un échange entre la salle et nous-mêmes. L'idéal dans tout ça, vous savez, on a un objectif. La France Insoumise, c'est d'arriver à ce slogan qui va servir dans cette campagne européenne, maintenant le peuple. Ce peuple, il va s'exprimer donc. Et je veux que vous ayez tout le temps cette idée, ce que j'ai pu vous dire dès le départ, parce que Jean-Luc a aussi essayé de dire également, quand on dit que les luttes sont le ferment de l'unité des peuples. Donc Guillaume, si tu veux bien me rejoindre. Oui, je devrais déjà, parce que normalement j'ai suffisamment de voix pour que tout le monde m'entende. Ouais. Merci d'être là. On a aujourd'hui, nous ont rejoint les camarades de Scopti, Extra Libre. Donc Gérard et Erin sont là et ils vous parleront de leur On rappelle que Scopti, ça s'est créé après 1336 jours de lutte. Hein, vous connaissez tous la marque de nos camarades. On a également avec nous les camarades de chez Free, Bobby Pell. Il est où? Nous sommes. Il est là. On me fait signe qu'il faut quand même que je prenne le micro. Voilà. Il est têtu, hein, mais il est breton, ne vous inquiétez pas. Ouais. Franck Saillot et Lionel Delassus de la papeterie Arjo Higgins de Villers, qui sont là, qui depuis 4 ans occupent le site que leur groupe a voulu fermer. Et moi je leur tire mon chapeau parce que vraiment je connais leur métier en plus parce que j'y ai travaillé pendant 20 ans. Donc je sais ce que c'est que d'entretenir une usine pendant 20 ans et de la garder prête à démarrer au cas où. Et nous dirons un mot tout à l'heure. On a également parmi nous les postiers du 92 avec Angélique, Roselyne, qui sont également en lutte. Alors vous savez que la Poste lutte dans le 92, vous avez tous entendu parler de Gaël Tirante et de son licenciement qui a été confirmé par Madame Pénicaud.
Mais il faut savoir que la Poste, c'est partout en France que ça lutte. Et puis, alors je voudrais surtout oublier personne. Karine Monségu, secrétaire CGT Air France, qui sera là pour nous parler aussi de la situation à Air France. Et puis, qui est le réalisateur du documentaire qu'on va vous présenter tout à l'heure et qui nous dira un petit mot de son point de vue à lui, de documentaliste, comment on dit, documentariste. Et oui, voilà, je sais pas tout, documentariste et qui a vécu avec les Scopti leur aventure. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce documentaire et on vous donnera la parole ensuite. L'idée, c'est qu'une fois que tout le monde se sera exprimé, vous puissiez aussi interroger nos camarades sur comment mener une lutte victorieuse. Voilà. On va pouvoir s'exprimer. Je vais demander donc à notre réalisateur, Claude, si tu veux bien venir me rejoindre. On a eu l'honneur de voir à la télévision. Ce qui a justifié que tu fait une contraction comme ça de ce film, et puis les conditions qui fait qu'il y a quelque chose de particulier avec le sexe fragile. Ouais. Oui, donc ça n'a pas été expliqué, mais la lutte a duré 3 ans et demi et j'ai fait un premier film qui s'appelle Pot de fer sur la première année. On était à peu près sûr que ça allait se terminer bientôt et qu'il y aurait un film sur la SCOP qui commençait à pointer le bout de son nez. Et la lutte a duré encore 2 ans et demi. Donc il y a un deuxième film qui s'appelle 1336 jours parce qu'on connaissait le nom de la marque à ce moment-là. Des hauts, des bas, mais debout. Donc là, ce que vous avez vu, c'est en une demi-heure le résumé de ces 2 films. C'est pour ça que c'est un peu à la va-vite. Hein. Mais l'idée, c'est de donner, et on retrouve un peu l'atmosphère de la lutte. Moi, mon boulot en tant que documentariste, c'était de leur donner la parole, de faire comprendre ce qu'a été leur lutte, ce qu'a été aussi leurs indignations et leurs réflexions. Enfin, comment ils ont mené, quoi. Ils ont été assez bons. Vous êtes sûr que vous et moi aussi asseyons-nous aussi. Voilà. Donc oui, je les ai suivis. Il s'est trouvé, bon, ça a été une lutte importante régionalement et connue en France entière, mais il s'est trouvé que j'étais là au début, parce que le projet en fait d'un film venait de leur lutte précédente sur les scolaires au printemps. Voilà, donc ça a donné ces films où j'étais accompagné tout le temps du combat. Et il y a un troisième film qui est sorti maintenant, qui sort en salle parfois, qui est sur la SCOP elle-même, sur les 2 premières années de SCOP, parce que maintenant elle a 3 ans et demi, 4 ans. Oui, tu disais que tu étais président 4 ans. Donc ce film, il s'appelle Les Coriaces sans les voraces, vous comprendrez un peu la signification. Voilà, il retrace la suite du combat qui est de continuer à bosser et de faire vivre la SCOP. Donc vous avez un stand des produits 1336 et Scopti où vous pouvez voir que ça continue et qu'en même temps le combat continue, il n'est pas encore gagné. Quoi. Merci Claude, en tout cas de nous permettre de vivre un moment d'éducation populaire. Gérard, voilà, tu vois par le mot. Donc il y a eu un avant et un après, je sais que tu as quelques anecdotes à pouvoir nous dire. Non mais moi je vais intervenir sur le sujet du jour. Hein. En fait, moi je considère qu'on a pu obtenir une telle victoire parce qu'à la base on avait un syndicat de classe et de lutte. Donc moi je suis ex-secrétaire du CE-CGT de Fralib, toujours secrétaire à la CGT, hein, malgré que j'ai été président de Scopti et aujourd'hui au conseil d'administration. Voilà, moi je pense que c'est la base d'une victoire victorieuse. Si on n'a pas dans l'entreprise un syndicat de classe et de lutte, on ne peut pas arriver à avoir des victoires comme celle-là. Ensuite, il faut un collectif, bien évidemment. Et puis, s'entourer d'experts, comme on a vu, d'experts comptables du comité d'entreprise qui nous suivaient depuis longtemps, qui connaissaient parfaitement le rouage de Fralib, d'Unilever, qui a été aussi l'expert comptable du comité de groupe Unilever France, et un avocat aussi militant, parce que c'est que des militants hein, qu'on avait, qui a mis son cabinet en péril pour la lutte des Fralib. Donc tout ça a fait que on a pu obtenir cette victoire-là.
Il faut aussi dire qu'on a travaillé en permanence avec les structures de notre syndicat, de la CGT, que ce soit l'Union locale d'Aubagne, l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, la Fédération et la Confédération. Donc tout ça a fait que on a pu obtenir cette victoire-là qui n'est pas négligeable. La solidarité aussi. La solidarité a été énorme et elle continue à être énorme dans le soutien qu'on a sur l'achat militant de nos produits. Et ça, c'est incroyable parce que, juste pour vous donner un chiffre, c'est 25% de notre chiffre d'affaires des marques, le fait d'avoir des militants qui ont des produits, qui diffusent nos produits, que ce soit dans toutes les régions en France. Donc là où on n'est pas implanté dans les grandes surfaces, parce qu'il y en a beaucoup où on ne l'est pas, ça nous aide beaucoup. Et s'il n'y avait pas cette commercialisation militante, je pense qu'on n'existerait pas aujourd'hui encore. Donc voilà, tout ça a fait que on a eu la mairie d'Aubagne, qui était une mairie communiste, qui nous a nourris pendant 3 ans. Ça c'est aussi important, ça a permis d'avoir pas de souci d'argent à dépenser pour pouvoir se nourrir, d'avoir une cohésion à l'intérieur, où on mangeait tous les jours ensemble dans l'usine. Donc voilà, bon, il y a eu des problèmes, on ne peut pas expliquer en 5 minutes ou 6 minutes que j'ai toute la lutte parce que ce serait impossible. Mais tout ça a des effets sur la victoire. Je vais aussi laisser la parole à ma camarade parce qu'elle a participé aussi. Mais voilà, moi je pense que déjà le socle c'est ça. Il faut que. Alors après on a fait la démonstration que des salariés lambda pouvaient gérer une usine, pouvaient redémarrer une entreprise, parce qu'Unilever, il faut savoir qu'avec l'argent qu'ils ont lâché, l'avocat, vous avez entendu peut-être, a parlé de 20 millions d'euros. Sauf que les 20 millions d'euros, il faut les décomposer. On n'a pas touché au loto. En fait, pour la SCOP, pour la création de la SCOP, c'est 2 850 000 euros qui nous ont été versés. Mais Unilever n'a pas créé les conditions de notre réussite. En ne nous donnant pas la marque des femmes et en ne nous donnant pas de volume de sous-traitance pendant un certain temps, ils ont créé les conditions pour pas qu'on réussisse. Parce que l'argent, ils pensaient qu'on n'était pas capable de le gérer et qu'on allait se planter au bout d'un an. Et ce n'est pas le cas, on est toujours bien. Donc voilà. Moi, je vais parler du côté, j'allais dire, l'individu dans la lutte. Parce que moi, quand je suis arrivée à Skopje, à Fralib, à l'époque, j'étais intérimaire. Donc, j'ai rencontré un syndicat qui était ouvert avec tous les salariés. Ça fait énormément. Pour avoir une lutte victorieuse dans le temps, il faut que le syndicat soit proche des salariés. Et moi, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenue déléguée syndicale. C'est parce que justement, dans le syndicat qui était à Fralib à l'époque, le syndicat CGT, autant avec les intérimaires, il ne faisait pas de différence. Parce que nous, dans la lutte, pas tout le monde était syndiqué. Donc, il y a des gens qui ont lutté, mais qui étaient non syndiqués. Donc, c'est aussi se convaincre, c'est convaincre chaque salarié que par la lutte, eh bien, on peut obtenir des avancées. Et c'est vrai qu'à l'époque, le syndicat de Fralib, puisqu'il a été quand même créé en 1976, il y a eu beaucoup de victoires faites par lutte, justement. Donc, les salariés étaient convaincus par l'utilité du syndicat dans une société. Pour ma part, moi, ce combat, j'ai regardé les images, parce qu'aujourd'hui, je suis dans le conseil d'administration et je suis assistante comptable à Skopje. J'ai beaucoup de boulot, mais quand je revois ces images, je vais vous dire juste une chose, c'est que cette lutte-là, elle m'a changé. Mais je me trouve mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Une chose, ça m'a émancipée. Une deuxième chose, ça m'a révélée. Et une troisième chose, j'ai côtoyé des hommes et des femmes dignes et fiers. Parce qu'on est capable. Si eux sont capables de le faire, pourquoi pas nous? Donc, il y a eu aussi un grand point dans notre lutte qui a été victorieuse, c'est qu'on a eu une solidarité citoyenne qui était immense. Souvent, je dis à Skopje, on n'est pas 58, on est des milliers parce qu'on est soutenu jusqu'à aujourd'hui et c'est comme ça qu'on gagnera encore avec la pérennisation de notre SCOP. C'est par cette solidarité justement, alternative justement, il faut faire grandir cette solidarité entre les luttes et nourrir les luttes par la convergence justement, parce que c'est très important.
et justement s'entraider dans les moments les plus difficiles. Et c'est que comme ça qu'on peut gagner. À plusieurs, on gagne toujours. On l'a démontré. Alors de Marseille, dans la direction du Pas-de-Calais, je vais demander aux Arjovigites, Papeterie, de venir nous rejoindre. Vous allez voir encore une séquence émouvante. Une papeterie qui produit plus de 158 tonnes de papier, toute une histoire, toute une lutte. Voilà. Et donc je vais te laisser le micro pour essayer de raconter où vous en êtes et la belle victoire, l'aboutissement de plus de 4 ans de lutte. Voilà, on est papeterie dans le Pas-de-Calais. Il y avait 320 salariés. On dit du papier pour l'impression-écriture. Ça n'a pas d'accent, peut-être c'est pour ça. Mais c'est à Marseille l'accent, c'est pas nous. Et en fin de compte, ce groupe est franco-français, dont l'État référent, l'État est actionnaire référent, donc décideur. Le 10 avril 2014, il décide de fermer 2 sites en France, dont l'État a participé à la négociation. Vu à BPI était actionnaire. 10 avril, on va en réunion à Paris, tous les syndicats du groupe sont réunis. Nous, on ne fait pas une fermeture à la PSE, hein. Comme tout à l'heure, on voyait sur le film de Fralib, pareil, c'est des méthodes identiques. Alors que nous, ils avaient investi quelques mois auparavant 1 million d'euros, on avait embauché 10 jeunes, on se dit, bon, c'est bon, on est sauvé. Pourquoi ils tombent? Fermeture du site. Forcément, tout le monde est un peu parlant, donc tout de suite, moi j'étais un peu habitué dans les PSE, parce que pour la fédération, j'étais pas mal de camarades dans les PSE, donc je savais les réactions des camarades, c'est l'avantage, mais les copains étaient vraiment abasourdis. Les mecs, on va tout faire péter. Non, on va faire l'envers. On va protéger l'outil de travail. Donc pendant 1 an, l'usine a tourné correctement, on a fait le boulot. Alors, on a un petit souci quand même, c'est qu'on n'était pas le seul syndicat dans l'entreprise, je dirais non, d'accord, où c'était plus l'accompagnement et nous, plus la lutte. C'est-à-dire qu'il rime, comme quoi il faut un syndicat fort et de lutte. C'est vrai, il faut arriver aussi loin. Et en fin de compte, malgré ça, on a réussi à faire expliquer aux salariés que dehors, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. On a pris l'exemple de Somin. Somin, c'était la métallurgie c'est pas une Maubeuge. Les gens ont négocié des PSE à Tire-Larigot. Aujourd'hui, il n'y a plus un emploi. C'est un terrain vague. Donc c'est pour ça qu'on dit, on se bat pour nous et pour les générations futures, pour nos enfants qui ont un boulot. Parce que avoir un pays sans industrie, c'est un pays qui est mort. Le tourisme, on ne peut pas se caler, je sais pas, à part que les moules, il n'y a pas grand chose. Hein. Et des éoliennes aussi, des éoliennes. Donc, 13 juin 2015, arrêt de la production. La direction nous convoque, on arrête la production, elle dit voilà, on va récupérer l'outil informatique. Quoi? Rien du tout, que dalle. Vous récupérez rien. Et la même méthode que chez les Fralib, on occupe l'usine. Depuis le 13 juin 2015, on occupe l'usine. Jour et nuit, week-end compris, travailler avec. Nouvel ordre, obligé. La direction a tenté à 3 reprises de démonter l'usine. Il faut voir avec une grande grue immense. L'usine, qu'est-ce que vous voulez faire, camarade? Bah, vous êtes venu récupérer la chaudière. Ah bon? Appelle ton patron parce que je pense qu'on va pas le faire comme ça. Il appelle son patron, il n'est pas au courant. Forcément, le patron ne le dit pas. On dit bon, si tu rentres, tu ne ressors pas, le camion, la grue va cramer, ça sert à rien, t'as un monde de créer des billets de pneus sur le parking. Nous, on avait rien du tout, hein, là où ça sortait de l'usine. Donc, il repart. Et depuis ce temps-là, la direction n'a plus tenté une seule fois. Pendant toutes ces 3 années d'occupation, 3 ans et demi exactement, on a eu des projets de reprise. Et à chaque fois, on s'est heurté à la direction générale et l'État, je dis bien et l'État, donc tous les projets qui étaient mis sur la table étaient mauvais. Alors c'est eux qui nous virent et ceux qui jugent qui est le bon repreneur. C'est quand même un paradoxe. C'est quand même un paradoxe. Donc on va voir le ministère, à un moment donné, ça nous appelle, on dit bah, vous venez nous voir, non, terminé, c'est pour nous dire que nous reprise, on vient. Si c'est pour nous dire ce qu'on veut, ça n'a rien. On n'avait plus le ministère, du tout, une seule fois. Donc, il a déduire, je pense peut-être que ce qu'on a fait, la direction un peu illégale, comme tout le monde, on n'attachait pas trop la nuit, la situation de missile, bon, bref. Et ça aussi, la violence, c'est de leur côté, c'est pas le nôtre.
on n'est pas bien, nous, ce qu'on veut sauver, c'est l'emploi. Les tribunaux, les correctionnels et tout, on a tout connu aussi. Hein. Les assignations au tribunal, on a tout connu. Hein. Dans les luttes, ce sont les patrons ont toujours la même méthode, la répression totale. Et on utilise aussi les élus politiques du coin qui sont il y a des idées un petit peu pas trop monétaires, on va dire. Je ne sais même pas le parti que c'est. Et nous, on s'appuie sur une chose qui était effective, l'appréhension qui était utilisée chez Fralib, et l'appréhension qui était utilisée aussi la papeterie d'Alizé dans l'heure. Cette papeterie était aussi vouée à la fermeture. Et grâce au maire communiste d'Alizé, ils ont utilisé le droit de préemption. Le repreneur qui est derrière, a racheté l'usine au département. Donc, ça sauvait l'entreprise et ça tourne encore. Nous, ça tourne là-dessus. Sauf que nos élus locaux n'ont jamais voulu utiliser le droit de préemption. L'anecdote qu'on a eue quand même, qu'on a brandi ça depuis, on a fait 375 maires élus de la région et du département, un peu partout, pour dire il faut planter. Et tout le monde a signé. Non, il n'y a pas de la pas un qui l'a fait. Parce que eux, c'était des mauvais repreneurs, toujours les voir à la con, excusez-moi le terme, à la con. Et donc, bizarrement, le 4 janvier 2015, au Conseil des ministres, restreint, on change la loi de préemption. On l'alourdit, bizarrement. C'est pas une loi qu'on utilise tous les jours. Hein. Donc, c'est dit, déjà, il va nous faire un bébé dans le dos. On a quand même continué. Et aujourd'hui, on a un repreneur qui n'est pas depuis un an. Il est toujours là. D'ailleurs, on va redémarrer un peu dans l'usine. Les conditions, c'était franchement, parce qu'en fin de compte, il faut savoir pourquoi ils ne voulaient pas revendre le site. C'est pour éviter la concurrence et surtout avoir un effet de l'offre et la demande. Moins il y a de papier qui produit, plus les prix montent. Dans les yaourts, dans tout, c'est comme ça, dans tous les métiers industriels. Florence, c'est même cas. Nous, on a parlé de Angelos, parce qu'en fin de compte, il y a une entreprise ici, dans l'histoire aussi, ça sera une autre étape, et on a fait ça à un journaliste d'investigation, que ça tout est ensemble. Parce qu'on a des grands noms de l'État là-dedans. Ils ont voulu le bordel. Je n'irai pas, on fait plus tard. Alors, on peut dire, ça va pas, ça surprise ça. Et ça, en fin de compte, avec le repreneur, on a travaillé ensemble. Hein. C'est un patron, hein, je vous rassure, on n'a pas. C'est pas confiance pour longtemps. Hein. Attention. Nous, la SCOP, on aimerait bien le faire, mais on ne peut pas. C'est très très lourd l'industrie, c'est immense. Déjà, à l'usine, c'est un truc impossible à gérer pour nous. Impossible. Donc, on a eu les maires, certains maires qui nous ont mis des bâtons dans les roues pour que la reprise ne se faisait pas, parce qu'en fin de compte, pourquoi? Si il y avait victoire pour eux dans leur tête, c'est victoire de la CGT. C'était ça dans leur tête. On a eu des crasses. Ils nous ont même dit que l'usine était en zone inondable. Pourquoi qu'il y ait un repreneur? Il faut même chercher quand même le truc, il faut chercher. Bon, alors c'est bon, on a tout dit là, bon, on s'en foutait un petit peu, ça se dehors. Parce que Guignel, en fin de compte, était licencié, moi pas encore. Il faut savoir tout ça. Donc, beaucoup de mecs au tribunal qui sont licenciés. C'est quand même faire deux cafés. Et le repreneur nous appelle régulièrement en disant que l'outil est maintenu en état, donc on a travaillé avec eux sans arrêt pour montrer que l'outil était maintenu en état, parce que l'outil était arrêté depuis 3 ans et demi, mais toujours sous tension. Donc le patron payait le courant, payait toutes les factures. Ça coûtait environ 1,8 million par an. 1,8 million par an. Donc ça veut dire que ce n'était pas une raison économique. C'était bien le but était de fermer la boîte, il a rien de la perte. Pour toutes les concurrences. Et nous, on a du chaud, non, on reste là. On n'a jamais bougé à poil. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le repreneur, je l'ai rencontré juste avant de partir en congé, en vacances. Moi, les vacances aussi, je vous rassure. Et il nous a dit merci pour la reprise. Parce que l'outil est prêt à démarrer, continue. Sauf que 3 ans et demi, il y a quand même des déboires informatiques, tout ça, c'est un peu petit dedans, je ne suis pas technicien là-dessus. Mais c'est pas ça. Il me dit, on redémarre en août, là. Je dis, vous êtes ambitieux, monsieur. C'est un outil important, c'est très gros, ça va être compliqué.
Donc la nouvelle étape qui va arriver pour nous aujourd'hui, c'est l'embauche des camarades. Parce que tous ont été licenciés. Sauf moi pour des erreurs de procédure, et ça me permet en même temps de prendre l'usine quand on veut. Quoi. Et il faut savoir aussi que c'était dur comme mouvement, c'est-à-dire que c'est pas Marseille, il y a le climat, il est un peu plus humide avant moi. L'hiver il fait froid, on était en tente. Hein. Donc c'était pas marrant. Donc l'union locale et la CGT nous ont fourni un transloco, on appelle ça, c'est un bagalo, avec le chauffage dedans, on a vécu là-dedans pendant 3 ans. On a eu la bouffe par Intermarché, pas par les communes, hein. Les communes rien. C'est que des. On demandait une salle à prêter, il fallait louer, il fallait tout payer nous. Hein. Pourtant on était en lutte. Par contre, les commerçants, ils ont joué le jeu. Voilà, donc le 17 novembre, on fera une fête, chez nous, forcément, avec les copains de Paris, forcément. Avec tout le monde peut venir. Ça sera ouvert à toute la population, ce coup-là. Hein? Mais tu as une doudoune dans le mois de novembre. Ouais, parce qu'on invite aussi, parce que le bagalo aussi c'était un lieu de rencontre. Hein. Parce que tous les copains qui viennent nous soutenir, comme Philippe réguliérement, Guillaume, c'était récemment, toi, c'est tout nouveau, toi. Mais c'est bien. Bon, c'est un peu serré, hein. Oui, non, enfin, c'est chaleureux. Alors c'est pour ça, on est sur une lutte importante. Pour la gagner, il faut y croire. Il faut y croire. Et y croire, et avoir surtout une grande amitié avec les camarades. La fraternité, si t'as pas ça, c'est que tu. Pourtant, des engueules, on s'engueule pour nous. Hein. Ouais, mais il faut qu'on soit dans le mur, on va le PSE, on n'aura pas la prime. Ils sont fous la prime, on va un boulot, on va foutre de la prime. C'est hypocrite. Avant de vous rappeler à venir répondre à des questions, on va aller sur Paris. Pas très loin. Donc on va accueillir les Mobipel, une plateforme qui aussi s'est battue contre un milliardaire, et un jeune que j'apprécie particulièrement parce qu'il a Anusson comme particularité. Donc on a des quartiers populaires à Paris, notamment le 9-3, où des jeunes ne sont pas très faciles à manier, et j'ai vu en quelques mois comment il a réussi par le travail syndical à forger une mentalité de lutteur et une éducation populaire. Alors, viens nous rejoindre, je suis impatient. Bonjour à tous. J'espère que vous avez la pêche parce que moi oui. Je pense que ça va se voir. Alors, on m'a demandé de faire concis. Ceux qui me connaissent, c'est un peu compliqué, donc je fais confiance à Guillaume pour me couper le micro si je parle trop. Et je passerai aussi à Karine, qui est aussi chez Free, mais à Marseille, donc ici. Alors je vais décomposer mon intervention en 3 étapes, puisque le but de cet atelier, c'est comment organiser une lutte victorieuse. Moi, je vais vous expliquer avec mon expérience de ce qu'on a fait, l'une des manières d'y arriver. Voilà. Donc, moi déjà, je m'appelle Anusson, je suis délégué syndical Sud Télécom. Ça fait 6 ans que j'ai un mandat. J'ai à peu près tous les mandats qui existent syndicaux. Oui, ça se voit pas que j'ai 30 ans, hein. 6 ans, c'est pour ça que j'ai 30 ans. Et du coup, je travaille chez Free, mais plus particulièrement sur les centres d'appel. Ce sont des filiales à 100% du groupe Free. On n'est pas des prestataires de services comme ça peut arriver pour des grands groupes. On n'est pas encore externalisé à l'étranger. On est dans les quartiers, comme a dit Philippe, populaires. Il y en a 5 en France. Il y en a un à Colombes dans le 92, un dans le 94 à Vitry-sur-Seine, un à Paris au siège social, évidemment, un à Marseille, un pas très loin à Bordeaux. Il y en a 2 autres qui sont externalisés au Maroc, précisément à Barmédia et Casablanca. Et donc, moi, ma lutte, elle a commencé 6 mois après la création de l'entreprise. C'est quand même assez exceptionnel. J'ai été embauché en mars 2012. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre la méthode Free. Il n'a pas fallu attendre longtemps. Et donc, en septembre, je me suis syndicalisé parce que j'ai considéré que les conditions de travail n'étaient pas décentes pour les salariés. Donc je vais faire juste un petit rétrospectif pour que vous puissiez comprendre pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne s'intéressent pas forcément à Free. Free, comme l'a dit Philippe, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le gendre de monsieur Bernard Arnault, vous faites le lien Bernard Arnault, Macron, tout ça, etc. Donc on est sur un groupe qui est multimilliardaire, qui a aussi la presse, etc. Donc on est dans ce contexte-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Free, ce qu'ils veulent faire avec Mobipel, qui est une des filiales, c'est le nom qu'ils leur ont donné, veut se séparer de nous. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'on a trop ouvert notre bouche, tout simplement, on a été trop revendicateur à leur goût.
on a eu un syndicat trop revendicateur. On a un syndicat qui a fait respecter le droit du travail. Et chez Free, ça ne fait pas. Et aussi, pourquoi je viens là, c'est pour que vous puissiez voir l'envers du décor de M. Niel et comprendre ce qu'il fait. Parce que M. Niel aussi, pour ceux qui le savent, il n'y a pas très longtemps, il a inauguré il n'y a pas très longtemps avec Macron, les Halles Fraissinet, l'école 42 pardon, et également la pépinière, Halles Fraissinet. Donc ce monsieur veut se montrer bienfaisant avec la population, etc. Mais il maltraite ses salariés, et on en est la preuve. Donc, déjà, dans un premier temps, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous expliquer qu'est-ce qui nous a amené ici. Comme je vous l'ai dit, Free veut nous vendre un prestataire de service qui s'appelle Copdata. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que nous, dès 2014, on a fait une grève. On a fait une grève parce que Sud et les autres syndicats avaient considéré que les conditions de travail n'étaient pas réunies pour qu'on puisse accepter ce qu'ils nous proposaient dans les cas des négociations. Et on a fait quelque chose qui n'était jamais arrivé dans le groupe Free depuis la création en 1999, on a fait une grève. Qu'est-ce que c'est qu'une grève? Je ne connaissais pas. Donc on a fait une grève, voilà, on a fait une grève avec les salariés qui nous ont soutenus à plus de 80%, on les a fait marrer, on a fait de façon carrée pour qu'ils puissent ne pas avoir de difficultés par la suite. Et par la suite, ce qui s'est passé, au bout d'une semaine, uniquement une semaine, le bras droit de M. Xavier Niel, qui gère tous les centres d'appel, qui s'appelle Angélique Gérard, elle envoie un mail aux délégués syndicaux en leur disant que tant qu'ils continueront à ce mode de fonctionnement pour elle, qui n'est pas un mode de fonctionnement normal, le rapport de force syndicale, elle ne connaît pas, eh bien ils ne recruteront plus. C'est en 2014. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, cette période que je vous parle, ça a été, on en a parlé sur Cache Investigation, et ça parlait de Mobipel, et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Donc la lutte, je pourrais dire, elle a commencé de mon côté vraiment à ce moment-là. Entre 2014 et fin 2017, on était 700 en 2014, on est aujourd'hui 240. Ce qui va vous choquer, c'est que vous allez dire, mais comment on est passé comme ça? Ils ont fait plus de 300 licenciements individuels. Et sur les 315 licenciements individuels, plus de 266 sont pour faute grave. Vous me direz pourquoi? Pour ceux qui s'y connaissent un peu en juridique, c'est que quand vous êtes en faute grave et par le CDCES, vous n'avez pas d'indemnité de licenciement. Ils ont économisé plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros uniquement en indemnité. Alors les motifs, justement je vais venir, parce qu'on a fait venir un cabinet d'experts, on parlait de comment faire une victorieuse, mais on a fait venir un cabinet d'experts qui a décanté pourquoi on est arrivé là. Mais juste avant, parce que moi aussi, pour que une victorieuse puisse se faire, j'annonce tout ce qui a été dit, effectivement il faut un syndicat fort, il faut des personnes qui puissent les incarner de façon sereine et qui puissent faire leur job, notamment pour moi chez Sud. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, on était à la bagarre, en instance, tout le temps, on faisait respecter le droit du travail, etc. Et un jour, moi j'ai compris que Free en avait marre de nous. Donc, en plus de ne plus recruter, licencier comme des sagouins, ils se sont dit, et ici, Mobipel on en veut plus, c'est bon, c'est fini. Donc ils ont trouvé des moyens de nous jeter dehors, en dehors du gérant Free, le fameux Free. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Donc, en 2016, moi je discute avec eux, j'entends une petite musique qui dit qu'il veut se séparer de nous, qu'il veut nous céder. C'est rien d'officiel, mais j'entends ça. Donc moi je se prépare. Et là, à ce moment-là, je reçois mon premier entretien de licenciement de ma vie. C'est là où ça commence les ennuis. Je vais la faire courte parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais pour que vous compreniez, mes ennuis à moi ont commencé en septembre 2016 et j'ai eu 4 procédures de licenciement. La première, normale, avec l'inspection du travail, qui a refusé les 12 griefs. J'en ai eu 12, je vais revenir dessus, j'ai eu 12 griefs différents, donc c'était compliqué de se défendre, dont certains qui étaient en lien avec la liberté syndicale. Et ensuite, j'ai eu gain de cause, forcément, la direction s'en prépare, recours hiérarchique, service de Madame Pénicaud. Je dois me rebattre pour redéfendre le dossier. Madame Pénicaud et ses services, j'ai eu la chance, c'est pas forcément le cas de Gaëti Rentre de la Poste, mais elle a refusé mon licenciement. Free, ça leur a pas plu ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une plainte pénale sur moi et sur le syndicat Sud. Ils ont trouvé un motif salacieux selon lequel je devrais diffuser des informations confidentielles à la presse. Et donc, j'ai eu une plainte pénale, j'ai dû aller m'expliquer l'authenticité des organes, parce que j'ai une plainte pénale sur moi. C'était pas terminé. Je me suis dit, bon, j'ai au moins vu les locaux, je pourrais dire j'y suis allé, mais c'était pas terminé. Ils m'ont fait une autre procédure administrative. Là, j'ai une procédure qui va bientôt se terminer, une tribunal administratif. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la lutte commence effectivement par avoir un syndicat fort. Mais comment j'ai vu qu'on arrivait là? Il n'y a pas que ma personne. En fait, pour que moi je puisse défendre les autres, et ça fait partie de comment organiser une lutte victorieuse, il faut un syndicat fort et il faut qu'il y ait une structure syndicale qui soutienne le représentant. Ce qui fut mon cas actuellement. Ce qui m'a permis effectivement, sur le plan juridique, d'être aidé et d'avoir un soutien indéfectible de mon syndicat.
j'ai évidemment eu le soutien des salariés sur ces procédures-là, et c'est ça qui a fait que moi, aujourd'hui, sur les 4 procédures, je n'ai pas été licencié. Donc, je suis toujours dans l'entreprise, et je continue toujours, pour prendre un terme un peu trivial, à les faire chier, et je continuerai jusqu'au bout. Victorieuse, il faut effectivement que les salariés puissent avoir des syndicats qui puissent lutter. Et comme je dis souvent, moi pour ma part, ce n'est pas les salariés qui sont à ma disposition, je suis à la disposition des salariés. Et c'est fondamental. Parce que quand ils comprennent ça, eh ben, ils nous suivent naturellement. Moi, on m'a appris avant, quand je faisais mon master, la différence entre un leader et un manager. Beaucoup ne connaissaient pas la différence, y compris moi. Un manager, il vous dit ce qu'il faut faire. Un leader, il vous montre comment il faut faire. Voilà la différence. Et si vous avez des leaders syndicaux qui arrivent à montrer aux salariés la voie pour pouvoir les emmener dans leur lutte, je peux vous garantir que vous avez fait 50% du boulot. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc maintenant, je vais vous parler de comment on fait, moi, les choses qu'on a faites pour pouvoir emmener les salariés à avoir une lutte victorieuse. Parce que je vous ai dit que le RIP voulait nous vendre. Il voulait nous vendre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé. Donc, le 6 mars 2018, ils nous ont présenté ce projet de cession à Codedata. Il y a 3 mois de procédure, 3 mois d'information en consultation. Les salariés, immédiatement, se sont mobilisés avec les syndicats pour dire non, on n'en veut pas. On a une dignité à préserver, on ne veut pas de cette cession. On est chez lui, on ne veut pas être vendu à un prestataire de service qui est moins disant socialement. On a compris votre raison, on s'oppose à ça. Donc ce qu'on a fait, c'est très simple. Nous, on a formé une intersyndicale. Donc c'est primordial d'avoir une intersyndicale pour que les salariés vous suivent. Ça, c'est le premier élément. Ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'effectivement, sur le plan juridique, on a été accompagné par des avocats. On a, entre guillemets, bien utilisé l'outil des instances représentatives du personnel qui tendent à disparaître avec les lois Macron, du CE, du CH, pour lancer des expertises. On a lancé une expertise au CE pour pouvoir justement montrer ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'effectivement, les 270 licenciements que je vous ai montrés, parce que les experts ont réussi à récupérer les 200 lettres de licenciement pour voir à peu près quelle méthode ils utilisaient, et ben ils ont industrialisé le licenciement de masse avec un motif qui est souvent approuvé par les tribunaux, c'est des organisations de services. Voilà. Des organisations de services. Donc ils se sont pris comme ça. Donc les salariés nous ont suivis, et ce qu'on a fait, on a dit on peut pas faire que avoir le soutien des salariés, puisqu'ils nous suivent. On a eu un deuxième élément fondamental, c'est faire des assemblées générales avec les salariés pour valider avec eux ce qu'ils veulent, et surtout que vous ayez le mandat, qu'on ait le mandat pour les représenter, quoi qu'il advienne. Ça, c'est important. Pour faire ça, effectivement, parce que j'ai encore quelques secondes, quelques minutes, eh bien, il faut, comme je dis, il faut que l'humain soit au cœur du processus. Moi, la différence que j'ai avec peut-être d'autres personnes, c'est que moi, et Karine pourra vous dire, je privilégie l'humain. C'est l'humain, ça veut dire que si je dois passer de 8h à 22h avec mes collègues, je passerai 8h à 22h. Je connais chaque salarié individuellement. Je connais leurs problèmes individuellement. J'ai le numéro de chacun. Je ne suis pas parti en vacances cet été pour rester avec eux, parce que, voilà, c'était le mot, parce qu'il y a une dernière lutte qu'on doit faire pour l'avoir de façon victorieuse et que ce soit un échec pour prix, c'est que le 21 septembre, il y a également une procédure pour annuler totalement cette session qui serait inédite en France, en ère Macronie, c'est annuler des sessions sur des motifs fallacieux. Et donc le 21 septembre, on a une procédure au tribunal de grande instance de Nanterre pour pouvoir annuler ces sessions. Et lorsqu'on a fait des luttes et qu'on a été manifesté avec Philippe et Guillaume devant le siège de Free, on a également eu l'intervention de Clémentine Autain et de Adrien, ça fait partie des éléments. C'est que quand ils sont venus, ils ont vu que les salariés étaient tous là, tous de quartier populaire. Tous les salariés qu'on a dit de la direction, c'était des gens qu'on a sortis du caniveau. Ben nous, on a montré qu'on n'était pas des gens du caniveau. On a montré qu'on savait réfléchir. On a montré qu'on savait faire partager l'inconscient collectif et surtout réfléchir ensemble. On leur a montré qu'on vaut plus que ça. Donc ça, c'est important. Et si on a compris qu'effectivement, vous avez l'adhésion des salariés, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, moi, juste un petit mot, un dernier petit mot, après je présenterai ma question. C'est juste parce que, aussi, j'ai mes collègues... Ah, d'accord, bon, bah, autant pour moi, je passe le micro à... Non, non. Ah, pardon. Merci beaucoup à tous. Avant de passer la parole à Karine, je vais passer la parole quand même pour plus un mot sur Marseille, ici c'est important. Notamment tout le témoignage que vous avez tout à l'heure, c'est important. Et on restera sur Marseille, justement, en demandant à nos amis de McDonald's de nous rejoindre, parce que je sais qu'il y a énormément de sollicitations,
Ils sont attendus là depuis déjà un certain temps. Donc on leur passe un peu de micro pour qu'ils puissent faire leur intervention et qu'ils puissent se rendre là où on les attend. Je travaille chez Free Marseille. Ça fait 10 ans, anciennement Alice. Free a racheté Alice, donc le centre de Bordeaux et Marseille. Et ils ont eu un syndicat partenaire qui nous a vendu pour que dalle. Donc sans aucun avantage. Tous les autres centres d'appel étaient morts de rire, SFR, etc. Ils ont dit le C100 pareil, c'est merveilleux. On a perdu nos avantages, RTT, etc. Parce qu'il y avait un syndicat partenaire. Donc de là, et on nous a demandé il y a eu tout ce qui était aménagement du temps de travail, avec l'indemnisation du temps de travail, et on a fait une grève en 2014 qui s'est soldée par la signature de cet accord par les syndicats majoritaires, malgré 12 jours de grève et le fait que les salariés ne voulaient pas qu'on signe cet accord. Donc ça a créé plusieurs élus et beaucoup de salariés de la boîte. Tout est phagocyté chez Free en gros. On sait ce qui passe, je me paie. Moi je suis une soutenir. C'est autre chose. Je vais me faire défoncer. Mais bon, c'est pas grave. Je soutiens mon pelle et tout ce qui se passe. Et tout ce qui est licenciement pour les organisations de services, c'est les gens. On va, et à chaque fois, c'est des menaces. Quoi qu'il en soit, c'est des menaces. C'est toujours ce qui se passe. Donc nous, on reste en alerte parce qu'il y a une paix à la Colombe, il y aura peut-être Marseille demain, il y aura peut-être Bordeaux après-demain. Et Toutira, Casablanca, ils ont déjà essayé de le faire en cachette à Yaoundé, au Cameroun. Bon, on a trouvé le centre d'appel, donc ils vont fermer aussi en cachette. Donc on reste toujours en alerte. Je ne vais pas rester longtemps, c'est le collègue de... Juste une chose, Karine, excuse-moi. que tu au moment où on va faire disparaître les CHSCT, tu nous rappelles un petit peu tous ces jeunes avec les appareils auditifs. Ah oui, il y a un problème chez nous, sur le centre de Marseille, où on a des chocs acoustiques, c'est-à-dire qu'on se prend des gros larcènes dans les oreilles. Depuis mars 2017, on alerte la direction, qui ne sait pratiquement rien. On a chez nous des personnes de moins de 30 ans qui ont des appareils auditifs, qui payent 1000 à 2000 euros. Ça a été une lutte déjà pour les faire rembourser par la direction, et la direction ne se déclare pas coupable de ce qui se passe. Quand je dis des personnes, je parle de plus d'une 127 accidents de travail à cause de ça. Tellement que la caisse primaire d'assurance maladie a débarqué au travail, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait depuis l'accident de travail. Il y a effectivement aussi l'inspection du travail qui a demandé l'expertise du réseau. Et ça date depuis mars 2017. Et on trouve lettres mortes, ils sont dans le déni. Ils accusent les salariés de mentir. Ils font des faux spectres sonores. Ils sont censés changer le casque et changer le réseau. Il y a plus d'un mois et demi que je vois mes collègues tomber un par un, chaque jour, en accident de travail et qui perdent leurs oreilles. Et c'est très compliqué. Parce que quand il n'y aura plus de CHSCT, déjà que le CHSCT, c'est compliqué d'y arriver à l'heure actuelle, vu le temps que ça dure, et là c'est la santé des salariés. Quand j'aurai le CSE, ça va être encore plus compliqué pour les collègues. Voilà, merci. Qui nous apporte de la joie dans ces moments un peu difficiles, qui mérite largement toutes les sollicitations. Si vous voulez donc un petit mot avant de nous quitter, on se rejoindre le plus rapidement possible. Vous formalisez pas les copains, on part parce qu'on a un gros coup de pression par rapport à la marche d'un l'accord et qu'on nous attend à 19h15. C'est vraiment pas que on vous snob ou quoi que ce soit, au contraire, on est 1000 fois, 10 000 fois, 10 millions de fois avec vous de tout cœur et contactez Kamel, il répond à tout. À tout. Contactez-le, il répond à tout. Très rapidement, qu'est-ce que fout un militant des quartiers populaires? Donc moi je suis Mohamed et je milite au sein du syndicat des quartiers populaires de Marseille, aux côtés de McDo. En réalité, c'est tout naturel, ces gens-là sont des habitants des quartiers populaires et sont une espèce rare dans les quartiers populaires. Je le dis en connaissance de cause, c'est que c'est des travailleurs des quartiers populaires. On a des quartiers ravagés par un chômage endémique. On a des familles
qui, de père en fils, sur 3 générations, ne connaissent pratiquement que le chômage. On a chacun dans nos familles des gens qui obtiennent leur premier emploi en CDI au-delà des 40 ans. La réalité sociale, économique de ces quartiers, elle est là. Donc quand ces gens-là, admirables, ça fait 5 mois qu'on est à leur côté, admirables de dignité, de courage, sont venus nous chercher et nous expliquer qu'effectivement ils se battaient aussi pour le quartier, ça fait bingo dans la tête immédiatement. Immédiatement, parce que c'est une lutte populaire au sens vrai du terme. Une lutte du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et nous, notre place, elle était là. Très rapidement, je suis un militant politique des quartiers populaires. Cette lutte-là, elle est faite pour s'inscrire dans le temps et dans l'histoire de nos quartiers populaires. Parce qu'effectivement, elle est menée par des gens qui sont des quartiers populaires et qui vont gagner, j'en ai la certitude absolue. Mais ce que ne savent pas nos amis de McDo, ce que ne savent pas le gouvernement et les possédants, c'est qu'ils ont créé un monstre. Ce monstre, il est là. Cette jeune fille, Sarah, oui c'est toi. Ryan qui est dans la salle aussi. Ils ont acquis une maturité politique à nul autre égalable. À nul autre égalable. Et eux, à 30 ans, je leur souhaite beaucoup de courage. Bonjour et merci à tous pour votre soutien. On a préparé un petit quelque chose pour vraiment être bref et court parce que tout le monde sait ce que c'est une lutte ici et je pense que j'ai rien à apprendre à tout le monde, chacun a son vécu. Donc je vais vous dire quelques mots au nom de tous les camarades qui sont en lutte actuellement de McDo. Je veux au nom de mes camarades remercier tous nos soutiens, ceux de la première heure et ceux qui se sont joints à nous en cours de route. Je ne vais pas vous refaire le récit de la lutte. Depuis le début, il y a trop d'épisodes. Et pour ceux à qui ça intéresse, vous pouvez consulter la page Facebook de Christian Buisson, Les Indignés, Droit McDo. Et vos droits chez McDo. Tout y est. Tout. Depuis le début. Cette lutte, c'est la lutte de la dignité. Celle de mes équipiers, qui veulent garder la tête haute. Conserver ce lieu de vie. Parce que oui, notre resto, c'est un lieu de vie. Même si c'est notre travail. C'est là que nous avons construit notre présent et fondé nos familles. C'est là que nous avions tissé des liens forts avec le quartier. Des tas de jeunes ont eu leur premier emploi chez nous et ont mis un pied dans la vie active. Nous avons accueilli des jeunes en plein doute, qui hésitaient sur la direction à prendre et malgré la dureté de l'emploi et la maigreur du salaire, bien sûr, quand on connaît les salaires McDo. Nous avons réussi à structurer quelques-uns. Et c'est avec grande fierté pour nous, je dis souvent, que nous sommes l'outil d'insertion le plus efficace du quartier. Et je ne suis pas seul à le dire, mes camarades ici présents le disent aussi. 77 emplois sur ces quartiers. C'est un bassin d'emploi que personne n'a le droit de détruire. Dans les territoires sinistrés par le chômage, quand on connaît la précarité dans nos quartiers. En faisant cela, McDo déclare officiellement la guerre au quartier populaire. Mais McDo a une cible, une autre cible. Cette cible, c'est celle des syndicats. Notre franchise est un cas à part. Dans la galaxie McDo, le taux des syndiqués dépasse largement la moyenne. Nous avons obtenu de hautes luttes des acquis McDo. Des acquis McDo que McDo ne digère pas et ne veut pas avoir à se répandre dans tous les autres restos de la chaîne. La seule façon que McDo a trouvé pour se débarrasser de nous, c'est en utilisant des mécanismes de cession douteux qui sont en fait le processus de démantèlement de l'unité économique et sociale et surtout une liquidation judiciaire programmée. En faisant entrer en jeu des repreneurs et des projets farfelus, McDo ne supporte pas la démocratie d'entreprise. La représentation syndicale et la contestation. Chaque fois que les gens résistent, on essaie de les acheter ou de les licencier, pour des motifs imaginaires bien sûr. Cette bataille, c'est aussi celle de l'intégrité. Mais n'oublions pas que tout ceci a été favorisé car les lois actuelles en la matière ne sont plus du tout
dissuasive. Au pire, les dirigeants peu scrupuleux de ces grands groupes comme McDo ne risquent plus rien au titre individuel. Leur responsabilité ne peut plus être engagée. Au pire, donc, l'entreprise paiera une amende. Et grâce à cela, McDo continue sa guerre déloyale aux organisations syndicales. Et c'est totalement injuste et inhumain. Ces deux fronts nous obligent à une réponse adaptée. C'est ensemble que nous devons lutter, syndicats et quartiers populaires, aujourd'hui au McDo et demain dans toutes les autres luttes. Merci camarades. Je peux vous présenter Anne, qui est de Londres, qui travaille à McDo et elle a participé à la première manif de Londres et elle participe aussi dans notre manif. On l'a rencontrée au Vieux-Port, elle a entendu parler de nous et elle est là parmi nous. Donc monsieur Gilles Bombard, il va dire quelques mots. Après, je prendrai la parole là-dessus. Merci. Alors moi je travaille pas dans un McDo à Marseille, mais je travaille dans un McDo en région parisienne. Donc je suis secrétaire du syndicat CGT McDonald's Paris-Île-de-France. Je tiens avant tout à dire que c'est vraiment un honneur pour moi, et là je parle vraiment au nom de l'ensemble des adhérents de notre organisation syndicale, un honneur de militer à vos côtés, puisqu'avec Kamel, ça fait quand même depuis des années qu'on se connaît et qu'on a fait beaucoup d'actions là où il fallait en faire. Et honnêtement, voilà, on en fait des grèves à Paris, mais quand je leur dis que Kamel monte, c'est comme si je leur donnais une potion magique. C'est quelque chose. Donc, Tony l'a dit, le fait de vendre des restaurants, voilà, c'est un outil stratégique pour McDo. Ça leur permet de liquider les bastions syndicaux, ça leur permet de diviser les salariés. Et c'est une multinationale qui a aussi d'autres outils à sa disposition, d'autres techniques de maximisation sauvage des profits. Et je vais dire quelques mots, donc tout ça pour vous dire que c'est un combat inégal qui s'inscrit dans la durée et que c'est vraiment difficile d'obtenir des victoires. Parfois on perd quelques batailles, mais bien heureusement on en gagne aussi. Et je vais vous parler d'une bataille qu'on a gagnée voilà, il y a quelques temps. Ça va peut-être vous apparaître comme mineur, mais ça a été important pour nous dans la mesure où ça nous a permis d'ouvrir d'autres portes. C'est la bataille de l'information. On a dû lutter au sein de nos instances, notamment en région parisienne, mais même au-delà, pour obtenir des informations sur le fait que McDo bénéficie de beaucoup d'avantages de la part de l'État. Le CICE, c'est quand même plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année pour McDo. Les aides pour les emplois jeunes, les aides pour les bas salaires, la baisse de la TVA il y a quelques années, et surtout le fait que McDo, en contrepartie, ne paye même pas l'impôt qu'il doit payer. McDo ne paye pas d'impôt. Donc, grâce à des expertises qu'on a pu réaliser, on a pu démontrer que, grâce à un système, je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots, mais McDo arrive à faire une économie d'impôt à hauteur de 100 millions d'euros chaque année. 100 millions d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État et qui nous portent préjudice aussi à nous en tant que salariés, puisqu'on n'a pas de compte de participation sur les bénéfices. Il n'y a pas de bénéfices, nous disent-ils. Donc, on a, grâce à des rapports, déposé une plainte pour des faits de blanchiment de fraude fiscale. Donc, c'est les attaques au pénal. Il me semble qu'il n'y a pas eu de précédent dans le domaine pénal sur le fait que les salariés aillent chercher les bénéfices et la
la juste répartition des richesses que nous créons au quotidien. Donc l'action elle est en cours aujourd'hui. Et puis enfin, il est temps que dans ce domaine-là, il y ait des victoires qui se créent. Donc affaire à suivre. Merci à tous. C'est un combat d'honneur et de dignité. J'aimerais bien qu'on vous quitte avec un slogan que Anne, elle va le dire et on va essayer de le répéter après elle. Le slogan c'est I believe that we will win. I believe that we will win. On va gagner, c'est pas grave. On est sûr qu'on va gagner. Après, on est sûr qu'on va gagner. À la fin, on va gagner. Au tribunal et on vous remercie de votre soutien. Merci. Bonsoir. Bon, je m'appelle Roselyne, je suis factrice dans le 92 en grève depuis le 26 mars, ce qui fera que dans 2 jours, pardon, ça fera 5 mois, ça s'arrose. On est tous en grève à 150 minimum pour la raison que plein de gens ont évoquée ce soir, à savoir les suppressions d'emplois, les réorganisations, les sanctions, toutes ces choses, la civilisation des intérimaires. Il faut savoir que chez nous, les intérimaires, c'est une multitude, c'est grosso modo 30% de nos effectifs qui sont des personnels qui sont traités comme des esclaves en clair, c'est-à-dire que la Poste les utilise aujourd'hui ici, demain là, quand elle en a marre, elle les jette, et quelques temps après, elle reçoit du sous-transport, elle en embauche d'autres, et voilà, ça dure comme ça depuis des années, et ça s'aggrave de plus en plus. La Poste part du principe, et nous-mêmes on le reconnaît, on n'est pas non plus des âmes, on reconnaît que le trafic de la lettre baisse. Sauf que quand la Poste vous dit à vous, usagers, que le trafic baisse et qu'il est donc normal que la situation du salariat, de l'emploi, s'acclimate à ça, donc baisse par la même occasion, le truc c'est que la Poste est l'oubli public, c'est que grâce à Internet, on en est tous, entre guillemets, des utilisateurs, plus ou moins accros, mais on en est tous des utilisateurs. Grâce à Internet, vous avez tous, on a tous, de plus en plus de paquets de provenance diverses et variées, de tailles diverses et variées, que le facteur nous apporte. Ces paquets, notamment, s'appellent chez nous les PPI, petits paquets internationaux. Ce ne sont pas des paquets qui sont livrés par des livreurs de colis parce que c'est trop petit, et donc c'est livré par le facteur. Donc la perte de ce que la Poste appelle le courrier, qui consiste à être uniquement des lettres, c'est-à-dire notamment vos factures, la lettre de votre grande-tante dans la Creuse, l'anniversaire de votre petit dernier, enfin toutes ces choses-là, ça c'est la lettre pour la Poste. Le reste, ça n'est pas de la lettre. Donc, et ça, c'est ce qui fait que ça augmente. Donc, si vous mettez la baisse de la lettre, qui est effective, qu'on ne nie pas, et l'augmentation fulgurante des PPI et des lettres recommandées, parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas combien vous êtes dans la salle à pouvoir lever la main en disant « je n'ai jamais eu une lettre recommandée », on voit, nous, facteurs, que les lettres recommandées maintenant, c'est aussi explosif que le nombre de PPI. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez Internet d'un côté, qui vous facilite la vie, et de l'autre côté, vous avez la lettre recommandée qui vous emmerde de manière exponentielle. Mais voilà, donc chez nous, la baisse du courrier, on la conteste. La baisse de la lettre, oui. La baisse du courrier général, non. Donc on refuse d'être, entre guillemets, pressés comme des citrons et jetés et remplacés par des intérimaires qu'on accuse de tous les maux. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils arrivent le lundi matin, on leur dit « tu te mets là, ça tu le fais, tu vas dans la rue, tu montes sur un vélo », on lui donne un plan succinct de tournée,
il connaît la ville, c'est bien, il la connaît pas, il se démerde. Et puis on le lâche dans la rue comme un malade, et puis il fait son boulot, et quand il rentre, il se fait engueuler et par les usagers parce qu'il n'est pas apte à faire une tournée parce qu'on l'a lâché dans la nature, comme on lâche un chien derrière un jeu de quilles, et il se fait engueuler par ses collègues, parce que le collègue, quand il rentre de son boulot, enfin, à sa prise de service, à la suite de ses vacances, de sa maladie, l'intérimaire, il n'a pas su, parce qu'il n'a pas pu le remplacer de manière correcte, donc le titulaire dont je fais partie, bêtement, se venge un peu sur l'intérimaire. Donc l'usager, enfin, la Poste appelle ça maintenant, vous êtes des clients, vous n'êtes plus des usagers, donc moi je refuse le mot client, donc voilà, c'est franchement ignoble. On sent bien la marchandisation de l'être humain, c'est tout bonheur. Donc les usagers tapent sur l'intérimaire, le titulaire postal tape sur l'intérimaire, et le parapluie, tout ça c'est la jouissance sommaire, il jette l'intérimaire, il en prend un autre, il touche des subventions, il l'utilise, il le jette, et voilà. Donc on se bat pour tout ça, ça fait 156 jours, et donc en tout cas on y croit, et on va continuer. Très vite, parce que tu as dit l'essentiel des revendications. L'un des aspects dont on parle un peu moins mais qui est central dans le cadre de nos revendications, c'est aussi la question de la déshumanisation de notre travail. On fait pas, on a un boulot où il y a du lien social. Voilà. La plupart d'entre nous, le facteur factrice, on aime notre travail. Voilà, on kiffe notre boulot, même si on touche 1250 € à l'entrée et que moi, après 10 ans de boîte, je touche 1320 €, on kiffe notre métier. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire de nous, c'est des robots qui distribuent du courrier et des colis et qui parlent plus aux gens, qui prennent plus le temps de discuter, de voir les réels problèmes des gens. Et ça, pour nous, c'est pas possible. Ce qu'on aime dans notre métier, malgré le fait qu'on ait des salaires de misère, qu'on n'ait pas de 13e mois, qu'on n'ait aucun avantage, c'est quand même ce lien social. Et ce lien social aujourd'hui, alors que à un moment, ils ont essayé de nous interdire justement de le faire, aujourd'hui, ils veulent le marchander. Et ça, aujourd'hui, ça, on n'est pas d'accord. Voilà, le lien social, c'est pas quelque chose qui se marchande, c'est quelque chose qui fait partie de notre cœur de métier. Et le jour où ça disparaîtra, et ben on arrêtera d'être facteur et factrice. Et c'est pour ces raisons-là aussi qu'on est en bagarre aujourd'hui. Roseline l'a dit, ça fait 156 jours. Ça veut dire 156 jours de paye à 0 € pour des salariés qui touchent 1200, 1300 balles. Je vous laisse imaginer, hein, on ne fait pas des économies, on n'arrive jamais à mettre de l'argent de côté. Donc dès le premier mois, une paye à 0, c'est extrêmement compliqué. L'attitude de la boîte, c'est quoi? L'attitude de la boîte, pendant 5 mois, ça a été du mépris, des vigiles, des cadres, des huissiers et la police dans les centres qui veut nous empêcher, ne serait-ce que de prendre la parole, d'expliquer nos revendications à ceux qui ne font pas grève et d'essayer de les convaincre de se mettre en grève. Rien que la parole, ça leur fait peur et ils nous envoient la police dans les centres pour essayer de nous évacuer. Ça a été leur attitude pendant 5 mois, ça a été des payes à 0 pendant 5 mois. Et ils ont y compris tester la possibilité de nous faire perdre la grève en nous faisant passer la période estivale en grève. C'est une première depuis 1953 qu'il y a une grève de postières et de postiers qui dépasse la période estivale. C'est une première depuis 1953 et effectivement c'est quelque chose de difficile de faire après 3 mois de grève d'enquiller sur juillet-août alors qu'on sait très bien que c'est une période qui est extrêmement compliquée, les soutiens sont pas là, la thune elle est pas là, même les décideurs et les décideuses sont pas là et donc ils ont fait le choix de nous faire passer cette période estivale. Nous, on le leur dit clairement, s'ils pensent qu'on est démoralisé, qu'on est fatigué, ils se trompent. La fatigue, c'est vrai qu'elle est là, les doutes, les inquiétudes, c'est normal après 5 mois de grève. Ils sont là, mais par contre la détermination sur le fait qu'on est capable de gagner, elle est intacte. Et s'ils s'imaginent qu'en septembre, on va prendre le boulot et qu'ils vont nous faire mordre la poussière, ils se trompent. Ce qu'on va faire, c'est qu'en septembre, on va recharger les batteries, on va repartir de plus belle, et même si effectivement on a passé l'été un peu solo, alors qu'on était parti en grève en même temps que les cheminots, et on avait fait le choix de partir en grève en même temps que les cheminots, et ben il y a peut-être d'autres corps de métier, d'autres secteurs qui nous rejoindront en septembre, et qui permettront justement de faire en sorte qu'on ne soit pas tout seuls à se bagarrer, et qu'on puisse mettre un coup à la boîte. Clairement, si on a réussi à tenir jusqu'à maintenant, je termine là-dessus, c'est grâce au soutien qu'on a pu avoir à droite à gauche. C'est le soutien financier, le soutien en termes de présence dans les rassemblements, dans les actions, les fêtes le samedi soir. Voilà. Et le soutien des usagers. Si on n'avait pas ce soutien-là, on n'aurait jamais tenu. Une grève qui tient 5 mois avec 150 salariés en grève, on n'est pas 10 ou 15, on est 150 en grève. Je vous laisse imaginer chaque mois la thune qu'il faut collecter pour survivre. Je ne parle pas de maintenir les salaires, pour survivre
avec 800, 900 balles, 1000 balles, c'est-à-dire payer le loyer, quelques factures, et se débrouiller, la débrouille pour bouffer et payer l'école au gosse, etc. Je vous laisse imaginer les difficultés, mais je vous le dis aussi, on a des collègues, on a plein de mamans, mères de famille qui ont des gosses qui sont toutes seules, plein de familles monoparentales qui sont en grève et qui ont fait le choix de se maintenir en grève. On a plein de collègues qui sont en dossier de surendettement à la Banque de France. Vous leur demanderiez de reprendre le boulot, ils ne reprendraient pas le boulot. Voilà. Parce qu'on a décidé de partir en grève et on a décidé qu'on reprendrait quand on aurait gagné sur nos revendications et quand ils nous auront respectés. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais il y a un camarade qui nous dit souvent, et je trouve que l'expression est pas mal, quand le dentifrice il est sorti du tube, il y a un moment donné, pour que le dentifrice y rentre, il faut des raisons de rentrer. Pour l'instant, les raisons ne sont pas encore là, et c'est grâce au soutien des uns et des autres, et je remercie la France Insoumise de nous avoir permis de prendre la parole ici, je remercie la France Insoumise de nous avoir permis de tenir un stand dans la cour, pour permettre justement de populariser notre grève, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent on n'est même pas au courant que vous êtes en grève, pour permettre de populariser la grève et permettre de collecter de la thune. Je termine juste sur une chose, on a ramené des calendriers, c'est des calendriers réalisés par les grévistes, avec des photos représentatives de notre grève, y compris avec les liens de convergence qu'on a suscités dans le cadre de notre grève avec les lycéens, les étudiants, les cheminots, la lutte sur la question des sans-papiers et autres. Et on vend ces calendriers, chaque photo est signée par une personnalité connue et qui nous a mis un petit mot de soutien dans le calendrier. C'est vraiment un beau calendrier. On le vend 10 € minimum, ceux qui peuvent donner plus, ceux qui veulent donner plus, faut pas hésiter. Tous les gains du calendrier, évidemment, serviront à la caisse de grève et permettront aux collègues de tenir sur la période du mois d'août et de renquiller en septembre pour définitivement gagner sur nos revendications et faire entendre raison la poste. Merci. Une dernière intervention en 2 minutes, parce qu'on va fermer les locaux, on va se retrouver informés. Vous avez vu qu'il y a un drap qui a été affiché dans une lutte, à savoir Pinel, donc l'hôpital psychiatrique. Un tout petit mot, 2 minutes, pourquoi? Parce que ça va être filmé et on va pouvoir à Amiens leur envoyer ce témoignage de la part des enfants. Alors, FISA, l'hôpital Pinel, on est à 71 jours de grève. Ce soir, ça fait exactement 42 nuits qui dorment sur le trottoir. Voilà, moi je trouve cette situation intolérable, inadmissible. Agnès Buzyn, le gouvernement sont dans un silence abyssal. Le gouvernement et Agnès Buzyn sont dans un silence abyssal, un mépris absolu. Ils sont incapables de gérer les situations de crise, mais c'est valable pour Pinel, c'est valable pour la santé, c'est valable pour les EHPAD, c'est valable pour le médico-social. Ces soignants ont besoin d'aide, de soutien. Vous avez une boîte à messages au niveau de la buvette, ils ont besoin de nous. Ils se battent pour des conditions de travail, pour la bientraitance des résidents, et on ne peut pas les laisser tout seuls. Voilà, je crois que j'ai fini. Les revendications aussi, c'est important. Ils ne demandent pas grand-chose et tellement en même temps. 60 postes de soignants en plus, la réouverture des 2 services, l'effacement de la dette, la stagiarisation de tous les emplois précaires, les CDD de plus de 3 mois renouvelés pour certains qui sont depuis 3 ans en cours. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont 2 soignants pour 20 à 26 patients. Merci. Merci cette solidarité pour merci à tous d'avoir maintenu la cérémonie dans une condition un peu particulière. Il y a eu des interventions généreuses, notamment Jean-Luc, mais il était important que tous ces témoignages soient enregistrés, que vous ayez pu participer à cette écoute.